Bonjour à tous, merci de votre présence pour cette table ronde consacrée au rôle des métaux critiques et stratégiques pour la transition énergétique que j'ai le plaisir d'animer. Donc, je suis Ingrid Milsan, je suis responsable du développement international pour le pôle de compétitivité Tenerdis. Nous sommes le pôle de la transition énergétique basé à Grenoble pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et justement, nous avons considéré que les enjeux des ressources naturelles nécessaires à la transition énergétique étaient un enjeu essentiel que l'on a fait ressortir dans notre dernière feuille de route du pôle. Et c'est donc avec grand plaisir que j'anime cette table ronde. On se disait entre nous que c'était un sujet un petit peu qui sortait un petit peu des sujets essentiels ou principaux qui étaient traités dans cet événement. Mais on s'en félicite justement parce que c'est essentiel qu'on n'oublie pas que pour que cette transition énergétique elle puisse se faire, il faut prêter une grande attention à ce sujet des ressources naturelles. Donc j'ai autour de moi 3 intervenants et un 4e intervenant à distance qui n'a pas pu se déplacer d'Espagne, mais qui prendra la parole en visio et en anglais, puisqu'il ne parle pas français. On a quand même fait le choix de maintenir cette session en français, puisque du coup nous étions sur scène entre Français et face à un public quand même essentiellement francophone. Donc on a la chance d'avoir autour de la table donc Luc Pez de la société Vercor, qui est responsable de la supply chain, et il nous précisera bien sûr tout ça. Patrick Dugue du BRGM, Jean-Marc Boursier, président de l'Institut national de l'économie circulaire. Merci à tous, tous les trois, de votre présence. Et donc, je démarre sans plus tarder par une première question pour Patrick Dugue, pour que vous nous posiez le cadre justement de ce sujet. Pour ceux qui le découvriraient un peu, quel est le problème lié aux ressources naturelles par rapport aux enjeux de la transition énergétique ? Oui, donc bonjour à tous, bon après-midi. Donc merci pour la question et puis merci pour l'invitation. Effectivement, donc le BRGM, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le Bureau de recherche géologique et minière et c'est aussi le service géologique national. Donc voilà, c'est un organisme de recherche qui fait également de l'appui aux politiques publiques. Donc voilà, ceci étant dit, donc effectivement, la transition énergétique et les métaux, déjà on va l'aborder du côté de la demande. La transition énergétique et notamment les énergies renouvelables embarquent énormément de métaux. Globalement, ce qu'on appelle l'intensité matière par technologie associée aux énergies renouvelables est beaucoup plus importante que pour les énergies carbonées. Donc ça, c'est un état de fait. Donc il y a une intensité matière qui est extrêmement importante sur les ressources, sur les énergies renouvelables. Et la conséquence de cette chose-là et le développement des énergies renouvelables font qu'il y a une forte augmentation de la demande en métaux en termes de quantité, et ça, quels que soient les scénarios, et une augmentation aussi en termes de diversité, parce qu'on a des objets qui sont extrêmement complexes. C'est pour ça, c'est un peu une punchline, mais en fait, elle a une vraie réalité, qu'on parle d'une transition, d'une dépendance au pétrole à une dépendance aux métaux, qui est en train de s'opérer. Donc voilà, donc là on est du côté de la demande. Alors du côté de l'offre, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire déjà que si on prend un prisme européen, on a beaucoup abandonné l'activité extractive sur le continent européen, d'une manière massive en France, un peu moins dans certains pays européens, mais globalement l'Europe a déporté ailleurs la production minière. Et donc l'Europe est extrêmement dépendante aux métaux venus d'ailleurs. Alors on peut donner quelques chiffres, 100% de dépendance aux terres rares raffinées en Chine, plus de 70% aux platinoïdes qui sont utilisés notamment dans les technologies hydrogène venant d'Afrique du Sud.
on a également une forte dépendance au cobalt venant de République démocratique du Congo. Donc voilà, donc globalement, on a une Europe qui est extrêmement dépendante. Donc ça, c'est un certain nombre de métaux, et une fois de plus, j'insiste sur la diversité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les métaux de la transition énergétique, c'est pas seulement le cuivre et l'aluminium qu'on connaît bien, mais c'est aussi le lithium, et Luc en parlera juste après. C'est le cobalt, c'est le graphite, c'est le nickel, enfin c'est beaucoup de métaux différents. Alors, autre aspect extrêmement important également, au-delà de la dépendance européenne, il y a aussi un début d'inquiétude. Pour être très honnête, c'est même plus qu'un début d'inquiétude, sur la capacité de mettre en adéquation l'offre et la demande. Donc là, je ne suis plus seulement sur la position européenne, mais je suis sur une vision un peu plus globale. On a notamment, et c'est l'exemple un peu emblématique, de grosses inquiétudes sur le cuivre. Voilà, donc là, c'était vraiment pour dresser un tout petit peu le paysage de l'offre et de la demande, et donc des enjeux associés à la transition énergétique. Peut-être qu'on peut parler maintenant de l'actualité plus française et ensuite élargir à l'Europe. Mais je crois que vous avez collaboré à la rédaction du rapport Ravarin qui a été remis au gouvernement en janvier 2022 et qui a constitué peut-être un peu soit une déflagration, soit en tout cas un point d'étape très important sur ce sujet. Alors effectivement, c'est un point d'étape extrêmement important, une prise de conscience extrêmement importante, notamment des pouvoirs publics, sur ce lien entre les transitions. Alors en l'occurrence, c'était très focalisé sur la mobilité électrique, et les risques d'approvisionnement. Et donc le rapport Varin qui a été publié en 2022, je vais en dire vraiment quelques mots, et à votre droite, vous avez quelqu'un qui a largement contribué à la rédaction de ce rapport, Monsieur Boursier, donc il complétera sans doute une partie de mes propos. Donc effectivement, le rapport Varin, c'est un rapport qui a été extrêmement fondateur, puisqu'il a mis en évidence par des chiffres la forte dépendance de la France et la forte vulnérabilité de nos industries à ces approvisionnements. Et donc, il a mis en place un certain nombre de recommandations. Je ne vais pas toutes les citer, mais on en discutait avant de commencer cette table ronde. La plupart d'entre elles sont en train d'être mises en œuvre. Parmi celles qui ont concerné plus directement le BRGM, on peut citer notamment la création d'un observatoire français des ressources minérales pour la transition, pour les transitions et pour les secteurs industriels. L'idée, c'est se doter de moyens de projection dans l'avenir de tous les risques industriels associés aux approvisionnements. Donc l'observatoire est maintenant en place, il existe et il est opérationnel. Ce rapport a aussi mis en place une délégation interministérielle, c'est-à-dire quelqu'un qui est nommé pour coordonner l'ensemble des actions de l'État autour de ces sujets-là, et c'est extrêmement important, parce qu'effectivement, pour ne pas avoir des positionnements dissonants. Et puis, il y a d'autres choses. Il y a eu ce matin l'annonce, par exemple, d'un fonds d'investissement sur les métaux stratégiques. J'irai pas beaucoup plus loin, parce que sinon, je peux faire beaucoup plus long. Mais donc voilà un peu ce qui a été fait dans le cadre du rapport Varin, et quelque part en complémentarité de ce rapport Varin, la Commission européenne a publié en mars de cette année ce qu'on appelle le Critical Raw Material Act, qui est un document qui, s'il est validé par le Parlement européen et par le Conseil de l'Europe, deviendra un règlement, donc il s'imposera à tout. Et c'est vraiment la réponse européenne, là encore, aux vulnérabilités et aux enjeux d'approvisionnement, avec deux mots importants, c'est sécurisation des approvisionnements responsables. Donc sécurisation, il y a le côté vraiment géopolitique, le côté économique, comment renforcer la souveraineté de l'Europe. Et puis il y a le mot responsable qui est extrêmement important aussi, c'est-à-dire comment pousser en même temps une activité économique à l'échelle européenne, tout en respectant les plus hauts standards ESG et en essayant de les imposer à l'ensemble des acteurs, globalement mettre en place, ou en tout cas être le leader d'une espèce de gouvernance mondiale autour des enjeux associés aux ressources minérales. Et je crois que je vais en rester là, parce que je peux encore faire beaucoup plus long, mais je suis très bavard.
Non, mais merci, c'est bien. Ça pose déjà un cadre avec des documents de référence auxquels chacun pourra se référer. Du coup, peut-être pour passer maintenant sur un exemple concret d'industrie qui est à de nombreuses dépendances. Je donne la parole donc à Luc pour Vercors. Peut-être représenter, pour ceux qui ne connaîtraient pas Vercors, qui pourtant est notre champion régional de la batterie, votre projet. Bonjour à tous, donc je représente Vercors, qui est un projet de batterie français. Donc c'est une start-up. On a un certain nombre d'industriels au capital, comme Renault par exemple. Mais c'est un projet très entrepreneurial, donc qui a vocation à développer une gigafactory dans la région de Dunkerque. Et je pense qu'on a deux grandes missions. Une mission de réindustrialisation en France et de se réapproprier cette technologie, et l'ambition donc de produire une batterie durable. Alors, qu'est-ce qu'une batterie durable ? Je pense qu'on peut peut-être commencer par le constat. On a un certain nombre de besoins des consommateurs occidentaux en matière de performance des véhicules. On a un manque, je pense aussi, d'infrastructures de chargement qui nécessitent un certain nombre de réponses des constructeurs automobiles dans leur approche de la mobilité électrique. Et tout ça amène un choix technologique, qu'on peut discuter peut-être par la suite, mais qui fait que beaucoup de constructeurs occidentaux se sont tournés vers des technologies riches en nickel, qui permettent de répondre à cette exigence de charge rapide, d'autonomie des véhicules. On développe nous-mêmes donc une technologie de ce type pour montrer qu'on maîtrise cette performance et donc se réapproprier cette performance, cette technologie locale. Donc on est sur des batteries NMC 811, donc qui implique qu'elles sont très riches en nickel, le 8, un petit peu de manganèse, le 1, et un peu moins de cobalt, un peu moins de 1. Et donc on est sur une technologie lithium. Donc ce qui implique que ces batteries sont très riches en matériaux critiques, ce qui bien sûr soulève un certain nombre de questionnements sur l'empreinte à la fois environnementale et sociétale de ces produits, puisque je pense que vous êtes sans doute tous au courant via la presse des scandales associés à l'extraction du cobalt en DRC, on pourra peut-être y revenir, différents scandales environnementaux liés à l'extraction du nickel en Indonésie. On peut parler de l'impact sur l'aquifère dans le triangle, que ce soit argentin ou chilien, dans l'extraction du dilithium. Bref, les sujets sont multiples. Donc concrètement, mon job chez Vercors, c'est d'essayer de nous approvisionner en matériaux de la façon la plus responsable. Donc ce qui implique une exigence en matière de traçabilité des produits que l'on va sourcer, et d'essayer donc de sourcer les produits qui ont l'impact le plus faible. Alors pour essayer de transcrire ça de façon chiffrée, malheureusement, on est obligé de revenir sur les sujets d'empreinte CO2 qui sont un peu, je trouve, réducteurs de l'étendue et de la complexité du sujet. Mais une batterie 811, en moyenne mondiale, c'est 107 kg CO2 par kilowattheure d'impact. Chez Vercors, dans 10 ans, donc 2032, on vise 30 kg. Donc on ne va pas arriver en l'espace d'une semaine à réduire 75 kg d'impact, bien sûr. Je peux essayer de vous guider au travers des différents axes qui permettent d'y arriver. Le premier, c'est de s'implanter localement dans une zone où on a accès à une énergie décarbonée, qu'elle soit nucléaire, qu'elle soit renouvelable. Donc c'est la raison du choix de la France et de Dunkerque dans notre cas. C'est 45% de la réduction que l'on vise, donc c'est très significatif, c'est un préalable. Le deuxième, c'est le sourcing de matériaux donc avec une empreinte environnementale faible. On sera à peu près sur 25% de réduction de cet impact-là. Donc ça implique d'aller chercher des matériaux dans des régions où on est sur des mines avec une part importante d'énergie renouvelable, par exemple. Et surtout, ça passe par l'idée de relocaliser la chaîne de valeur. Alors on peut se poser la question de savoir quel est le bon niveau de rapatriement de cette chaîne de valeur. Peut-être qu'on pourra en discuter par la suite. Je pense que c'est un sujet assez fondamental, mais on essaie effectivement de recréer autour de Vercors tout un écosystème, notamment sur la partie la plus aval de nous, donc tout ce qui est conversion de matériaux, tous les matériaux précurseurs, donc qui sont ces poudres. C'est un peu comme une farine, hein, la cuisine d'une batterie. Et en essayant donc de les
localisés au plus proche de notre usine pour éviter d'avoir des flux de matériaux un peu partout, et avec l'idée que ces poudres ont des spécificités chimiques très spécifiques et très complexes, et ne voyagent pas très bien. Donc au plus proche on est, le mieux on arrive à recentrer à la fois cette expertise et à diminuer cet impact. Et ça a un deuxième bienfait, qui est donc la troisième jambe de notre réduction, qui est la jambe recyclage, donc qui doit peser pour à peu près 15% de la réduction que l'on vise. L'idée, c'est qu'à un horizon 2032, on s'approvisionne à hauteur d'à peu près 50% de nos besoins en matériaux critiques via la filière du recyclage. Donc on va développer nous-mêmes le recyclage de nos déchets, puisque quand on produit des batteries, on génère un certain nombre de déchets. Donc l'idée, c'est de revaloriser ces produits qui n'arrivent pas dans la batterie in fine. Et bien sûr, à terme, de développer de l'économie circulaire autour de la valorisation de ces batteries en fin de vie. Et donc on va développer nous-mêmes notamment la black mass. Très bien, vous avez prononcé le mot magique, économie circulaire, et donc bien naturellement, je m'adresse à mon voisin de droite, Jean-Marc Boursier, pour vous qui avez justement aussi contribué à la rédaction du rapport Varin, nous parler un peu, vous nous expliquer un petit peu ce qui peut se faire en termes d'économie circulaire, quel est le champ très vaste de projets dans ce domaine qui se rattache à notre sujet du jour. Merci. Bonjour à tous, merci Ingrid. Donc, j'interviens à double titre. D'abord, je suis président de l'Institut national de l'économie circulaire. L'INEX est un think tank qui a été créé il y a une dizaine d'années et qui vise à développer en France une économie qui a deux caractéristiques particulières. Un, elle est beaucoup plus protectrice des ressources naturelles, puisque vous le savez probablement, on surconsomme les ressources que la planète est en capacité à régénérer tous les ans, à peu près de 2 fois. Et puis la deuxième caractéristique de l'économie qu'on souhaite développer chez nous, c'est une économie qui soit socialement beaucoup plus solidaire que ne l'est peut-être l'économie d'aujourd'hui. Et puis par ailleurs, donc comme mes prédécesseurs l'ont dit, j'ai co-rédigé avec Philippe Varin le rapport qu'il a remis au ministre en janvier dernier, et je me suis occupé de la partie mine urbaine, donc la partie recyclage de ces minerais stratégiques et de ces terres rares. Peut-être avant de vous donner quelques enjeux sur la partie recyclage, il y a 2 chiffres qui, moi, m'ont complètement bluffé au moment où j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là. Un, l'extraction minière, c'est 100 milliards de tonnes tous les ans. Donc pour notre vie quotidienne, on extrait en moyenne 13 tonnes de minerais pour chaque habitant sur la planète. Et ça, c'est une moyenne. Quand on se concentre sur les habitants de l'OCDE que nous sommes, on est plutôt à 20 tonnes, là où les pays en voie de développement sont à 4 ou 5 tonnes. Donc notre vie quotidienne nécessite déjà 13 ou 20 millions de tonnes d'extraction minière tous les ans. Le deuxième chiffre qui m'a absolument bluffé, c'est que dans la stratégie nationale bas carbone de l'État et dans sa volonté d'accélérer l'électrification de l'industrie française, mais qui va se généraliser dans bien d'autres pays du monde, on estime que l'extraction minière nécessaire va devoir être dans les 30 prochaines années aussi importante qu'elle a été depuis le début de l'humanité. Donc on va extraire dans les 30 prochaines années, pour atteindre les objectifs que l'on s'est tous fixés, autant de minerais qu'on en a extrait depuis 2000 ans. Donc on voyait qu'on est dans une logique totalement exponentielle. Et donc on a au sein de l'appareil d'État, si je voulais parler un peu vulgairement, 2 logiques qui s'affrontent. Une logique qui est une logique stratégie nationale bas carbone. Comment je réduis les empreintes carbone de notre industrie? Comment je crée en France une industrie qui soit nativement moins carbonée que l'industrie de nos parents ou de nos grands-parents? Et puis en face de ça, on a des enjeux sur les ressources. Et donc au sein de l'Institut national de l'économie circulaire, on essaie de réconcilier ces 2 sujets, et je vous donnerai quelques chiffres ultérieurement. Mais quand on se concentre sur le recyclage des terres rares et des métaux stratégiques, on s'est concentré essentiellement sur la filière automobile. Donc des terres rares et des métaux stratégiques, vous en trouvez d'une part dans la batterie, comme Tom Luc-Pez vient de l'évoquer, et vous en avez aussi dans les aimants permanents. Tout ce qui transforme un mouvement rotatif en énergie. Vous en avez à peu près 3 kg par véhicule électrique. Vous divisez ça par une cinquantaine d'aimants et vous avez à peu près la taille d'un aimant. Vous en avez 500 à 700 kg dans une éolienne. Donc ceux-là, ils sont assez faciles à identifier. Mais dans l'électroménager, c'est quelques centaines de grammes. Et dans les véhicules de mobilité réduite, c'est quelques dizaines de grammes.
Donc le premier enjeu, c'est quand on veut réfléchir à du recyclage, c'est commencer à identifier et à collecter les déchets qui intègrent ces terres rares et ces métaux stratégiques. Bon, encore une fois, quand c'est 500 kg dans une éolienne, c'est assez facile. Dans un véhicule électrique, c'est pas très compliqué, mais quand c'est quelques dizaines de grammes dans l'électroménager ou dans la mobilité, se pose tout de suite la question du coût de la collecte et de l'accès à ces gisements-là. En sachant, vous n'êtes pas familier de ces sujets, mais que les filières dont on parle sont organisées à travers des éco-organismes, je ne sais pas si ces sujets vous parlent, donc l'accès à ce gisement est traité par des organismes privés à but non lucratif qui sont financés par vous, les citoyens consommateurs. À chaque fois que vous achetez un véhicule, à chaque fois que vous achetez de l'électroménager, vous payez une éco-contribution. Ces éco-organismes collectent l'éco-contribution et l'argent collecté permet d'organiser des filières de collecte et de recyclage. Donc le premier enjeu, c'est ça. Le premier enjeu, c'est avoir accès au gisement. Le deuxième enjeu, c'est passer du déchet aux minerais ou passer du déchet aux oxydes de terres rares. Il faut une industrie de l'hydrométallurgie. D'accord ? En fait, il y a deux grands types de métallurgie qui peuvent être développés, mais c'est l'hydrométallurgie qui va prendre les devants. Donc on utilise des bains d'acide et puis les minerais, les métaux se décomposent à des degrés d'acidité différentes. Cette industrie, je vois que vous dites non, mais on vous donnera la parole à la fin, cette industrie a assez largement disparu en France après le démantèlement de Péchinet. Donc on peut décider de le faire en France ou de le faire à l'étranger. En tout cas, il y a un maillon de la chaîne qui est important, c'est passer du déchet au minerai ou à l'oxyde de terre. On n'a plus l'industrie nécessaire en France. Et puis il manque un troisième maillon, c'est ensuite comment on passe de l'oxyde de terre à l'aimant ou comment on passe du minerai à la batterie. Dans le cadre de la batterie, des exemples comme Vercor vont exister. Dans le cadre de l'aimant permanent, il n'y en a pas en France. Il n'y a pas de projet en France. Donc de toute façon, même si on arrivait à produire des oxydes de terre rares en France, il faudrait encore passer à l'étranger et trouver des industriels qui acceptent de reconstruire des aimants avec des métaux secondaires. Donc vous voyez qu'on a une boucle industrielle qui est assez compliquée à remettre d'équerre. Il y a la collecte, il y a la métallurgie, et puis il y a la reproduction de batteries ou d'aimants à partir de matières premières secondaires. Ensuite, il faut créer un choc sur la demande. C'est-à-dire qu'il faut inciter les industriels de ces activités à réutiliser des matières premières secondaires plutôt que des matières primaires auxquelles elles veulent se substituer. Quand on veut créer un choc sur la demande aval, on a trois façons de le faire. Soit on donne des incentives aux minerais secondaires pour les rendre moins chers que les mines primaires. Je ne sais pas si vous le savez, mais les États-Unis, qui sont quand même très libéraux, donnent maintenant beaucoup de subventions à l'industrie américaine pour utiliser des terres rares pour la reproduction, terres rares secondaires pour la reproduction d'aimants. Donc même des pays comme les États-Unis subventionnent ces industries en boucle fermée. Donc première solution, on incentive les métaux secondaires que l'on veut favoriser. Deuxième idée, on peut taxer les minerais primaires que l'on veut voir disparaître. Dans le cas présent, comme on aura besoin des deux, Luc a évoqué qu'à horizon d'une décennie, Vercor allait utiliser 50% de ces minerais secondaires. C'est un taux de succès qui est extraordinaire. La réalité, c'est que comme on recycle aujourd'hui les produits en fin de vie qu'on a mis sur le marché il y a une dizaine d'années et que l'augmentation est exponentielle, on va toujours courir après les quantités nécessaires. Donc on sera probablement en moyenne plutôt à 20 ou 30% de recyclage, et donc on aura toujours besoin de 70 ou 80% de mines primaires. Donc il serait stupide de taxer les minerais primaires. Troisième solution, et c'est la solution qu'a décidé l'Europe, on met des obligations de réincorporation. Donc vous ne le savez probablement pas, mais il y a un règlement européen qui oblige les constructeurs de batteries à réutiliser des minerais secondaires. À horizon 2030, c'est à peu près 4% du lithium et du nickel qui va devoir venir de ces boucles fermées, avec des objectifs entre 10 et 12% à horizon 2035. Donc l'Europe s'est préoccupée de créer des boucles fermées en mettant des obligations de réincorporation. Le rapport que j'ai rédigé avec Philippe militait aussi pour l'interdiction d'exporter les déchets qui contiennent des matériaux stratégiques. C'est quand même dommage de voir ces matériaux critiques être exportés en Inde ou en Chine, et ensuite on va devoir les réimporter sous forme de minerais secondaires ou d'aimants secondaires
autant essayer de créer des boucles vertueuses en Europe. Voilà. Donc vous avez tout un tas de solutions qui peuvent être mises en place, qui vont de l'amont, comment j'accède au gisement, à l'aval, comment j'incite les industriels à réutiliser, avec un maillon important au milieu, qui est la réindustrialisation nécessaire de ces industries, dont je répète, qui ont assez largement disparu depuis le démantèlement de Péchinet il y a une 30aine d'années dans notre pays. On va peut-être faire réagir Luc. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision, ou est-ce que vous avez d'autres éléments à apporter pour nous rassurer sur notre capacité à atteindre ces objectifs ambitieux en termes d'utilisation d'éléments recyclés Vous rassurer, je ne sais pas. Mais par contre, c'est sûr que je partage beaucoup des conclusions de Jean-Marc, puisque pour moi, sur tout le débat de relocalisation de la chaîne de valeur de la batterie, qui au jour d'aujourd'hui, à plus de 70%, transite par la Chine, d'une façon ou d'une autre. Dans certains cas extrêmes, comme le cas des aimants permanents ou des terres rares dont on parlait tout à l'heure, on est même au-delà de 95%, mais ouais, ça vous donne quand même une idée du centrisme autour de la Chine et du caractère peu vertueux de l'industrie aujourd'hui. Dans cette démarche donc, de localisation, pour moi, il y a l'idée de se concentrer avant tout sur la localisation du raffinage et de la conversion des métaux. Puisque c'est créer ces capacités, déployer ces capacités de conversion métallurgique, c'est créer les capacités futures pour pouvoir adresser les batteries en fin de vie et être en mesure de traiter ces produits, ces flux de produits futurs qui, si on n'a pas créé ces capacités de raffinage maintenant, partiront à l'étranger pour être retraités et revenir chez nous. Donc c'est une part très importante dans la politique qu'on essaie de mettre en place. Alors peut-être une précision que je peux apporter, c'est que certains de nos concurrents nordiques ont une approche verticalement intégrée sur certains de ces sujets. Nous, on n'a pas voulu rajouter un risque d'exécution à un projet qui est déjà lui-même assez ambitieux. Donc on va faire travailler avec des partenaires pour mettre en place ces boucles, qu'elles soient fermées et ou, dans un premier temps, non fermées, mais permettant d'aboutir à une boucle fermée à terme. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de développer ces capacités de raffinage et de transformation de produits. Mais, ah oui, je vois que Patrick, vous voulez intervenir. Allez-y. Non, je voulais juste compléter, les propos auxquels j'adhère des deux côtés. Malheureusement, oui, parce que du coup, il n'y a pas de débat si on est tous d'accord, comme vous l'avez dit avant. Mais j'adhère au débat. Je voulais juste rajouter deux choses. Le recyclage est absolument indispensable. Par contre, c'est pas de la magie. C'est-à-dire, c'est une activité industrielle. Ça veut dire que c'est aussi une activité qui a des impacts. Et donc, il va falloir réduire également les impacts associés au recyclage. Et pour ça, il y a une solution. Alors, elle est dans beaucoup d'ambition, mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'elle soit totalement mise en place. C'est l'éco-conception. C'est-à-dire qu'il est évident que plus on va changer de technologie, plus on va les complexifier, plus on va les changer tous les 4 matins, plus on va avoir du mal à mettre en place une industrie du recyclage ou une industrie de l'économie circulaire. Et ça, c'est vraiment un aspect extrêmement important. C'est qu'à un moment, il va quand même peut-être falloir s'obliger à stabiliser les choses, parce que sinon, on va courir en permanence après un recyclage efficace. Est-ce qu'il faut être aussi directif sur ce sujet-là de l'éco-conception, à votre avis, Jean-Marc ? Est-ce que ça fait partie des recommandations Bien sûr, bien sûr. Enfin, la première recommandation, c'est réfléchir les uns et les autres à notre propre sobriété. Est-ce qu'on a envie de changer nos comportements ? Est-ce qu'on a envie d'avoir des voitures aussi grosses qu'autrefois ? Est-ce qu'on a envie de rouler aussi vite ? Est-ce qu'on a envie, dans nos comportements quotidiens, de changer les choses ou de s'adapter ou de ne rien changer parce qu'on considère qu'on a vécu comme ça et qu'on peut continuer à vivre comme ça ? La deuxième chose, c'est avoir des produits et des batteries qui durent plus longtemps, travailler sur l'obsolescence, travailler sur la recyclabilité. Et évidemment, pour recycler un produit, pour le déconstruire, avoir réfléchi au préalable, au moment de la mise sur le marché, à la meilleure manière de gérer la fin de vie, c'est évidemment extrêmement vertueux. Quand les produits n'ont pas été éco-conçus et quand ils arrivent dans nos usines de recyclage, c'est un peu trop tard pour se poser les bonnes questions. Donc maintenant, on force ce qu'on appelle les metteurs sur le marché, donc les gens qui en vendant un produit, génèrent une dette environnementale latente
au moment de la fin de vie, on leur demande de réfléchir à l'éco-conception a priori. Mais oui, bien sûr, c'est un sujet absolument essentiel. Peut-être je pourrais rajouter un point, c'est que, à mon sens, c'est un sujet qui mériterait d'être creusé beaucoup chez les constructeurs automobiles, puisqu'il y a quand même des choix technologiques qui sont faits. Je pense notamment à des acteurs comme Tesla, avec ses structures en nid d'abeille qui sont d'une complexité extrême à recycler, alors qui ont des vertus sur l'abaissement du coût du véhicule et donc l'accessibilité du prix de la voiture. Donc il y a quand même un bienfait à court terme, mais qui rend la démarche sur l'aspect recyclage assez complexe dans un deuxième temps. Et donc introduire un certain nombre de formes et une uniformisation peut-être sur un cahier des charges permettrait de simplifier le travail par la suite. Et c'est un exemple qui n'est pas lié à l'automobile ou aux métaux stratégiques, mais dont je vous ai dit, la plupart des produits qui se trouvent dans votre poubelle jaune payent une éco-contribution. Donc le citoyen consommateur que vous êtes contribue au financement de la filière de collecte et de valorisation des déchets. Et autrefois, l'éco-contribution était fixe. Donc, par exemple, quand vous achetez une bouteille d'eau minérale en plastique, vous payez environ 0,8 centimes par bouteille de 75 centilitres. Et pour la première fois, la loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage et pour l'économie circulaire, qui a été votée il y a 3 ans maintenant, introduit l'idée d'une éco-conception variable en fonction non pas de la masse des déchets que vous générez à la fin de vie du produit, mais en fonction de la capacité qu'on aura ensuite à recycler. Parce que les industriels payant l'éco-contribution sur la base de la masse des emballages n'ont eu de cesse que d'avoir des emballages légers sans se préoccuper de leur recyclabilité in fine, sans se préoccuper de l'éco-conception, Ingrid, que tu évoquais. Donc maintenant, la loi a autorisé la variabilisation de l'éco-contribution qui peut aller jusqu'à 10% du prix de vente du produit. Donc si je prends l'exemple de ma bouteille d'eau minérale, si elle est vendue 60 centimes, un plastique non recyclable du tout va se faire taxer à hauteur de 6 centimes par rapport à un plastique recyclable qui le serait encore à hauteur de 0,8. Donc ça va générer des différences de consommation. Donc bien sûr qu'il faut réfléchir à la gestion des déchets bien en amont. Quand ça arrive, encore une fois, dans nos unités de recyclage, c'est trop tard. On est sur le thème de l'eau. Je suis désolée de la transition très douteuse, mais on va donner la parole à notre intervenant distant s'il nous entend. Donc, Edson Likon, are you here? Can you hear us? Hello, can you hear me? Yes, we do. Hello. Thank you very much for having me here and for the invitation. Thank you. So Edson, you are a senior project manager at Setaqua Water Technology Center in Spain. Can you tell us a bit more about your activities with regard to working on a water reuse from the mines, please? Yes, of course. Well, actually, we are participating with Tenerdis in a very nice project funded by this scheme of Horizon Europe called Resilex. I think this is the one that I would like to start off. First, it is focused in the whole value chain of the photovoltaic panels recycling. And it has different objectives. And one of them that is very interesting is, of course, trying to increase the resilience of the value chain of the critical raw materials with regard to the electrification of Europe in general. One of the things that is very, very important to highlight is that sometimes some materials that are contained in end-of-life photovoltaic panels could be used in another value chain, such as the creation of batteries. So we are trying to create this, but we are not only focused in the so to say second life electrification, but we are also in the raw material sector. So as Setaqua, we are cooperating also in other EIT raw materials funded projects that are related principally with mining liabilities. And we're leading in our package in the Resilex project, exclusively focused in trying to define the potential of these mining liabilities, such as acid main drainages or slags or other type of wastes in principle that could be transformed in secondary raw materials for trying to recover the critical raw materials for semiconductors, battery sectors, and also for electrification of vehicle and the whole value chain.
In those other projects, I can mention two of them. One of them is RECOPS. We are trying to obtain bismuth and antimony from the copper smelters, that they have several options that we can work off, but principally we are focusing on those two, which is very interesting for semiconductor catalytics and other applications. In general, there is another very big relation also with Resilex, which is the project called Recovery, in which the dams from tailings and also some of the open ponds that are filled with water after the closure of some mining facilities has to be managed somehow. And nowadays, with the current geopolitical context, some works on mining activities within Europe at some moment were not economically feasible, and also there were some environmental restriction about them. But in view of these ever more changes in the geopolitical context that I was mentioning before, some of these old facilities can have a new revival, but they need to manage the liabilities that they were produced when they were operative. And one of them was to be focusing on how to treat the metal influenced waters in order to record valuable metals, but moreover, rare earths that are present in a higher concentration than the usual natural occurrence. So we are trying to, on one hand, trying to assess exactly the concentrations and to create a map and try to define a stock, principally in the Iberian Pyrite Belt, which is in the south of Spain and part of Portugal. And well, if you have any further questions, I will be very, very happy to answer. Thank you. I will translate a bit or just summarize what you just said. Donc, Exxon nous explique qu'il travaille sur l'utilisation d'anciennes mines, enfin l'analyse en tout cas de la possibilité de réutiliser d'anciennes mines qui avaient été abandonnées, d'après ce que j'ai compris, en analysant justement la concentration aussi de l'eau, des métaux dans l'eau qui est dans l'eau qui sort des déchets miniers en fait, qui est lixiviée par les déchets miniers. Oui. Voilà, c'est ça leur champ de recherche et plus spécifiquement sur la péninsule ibérique, donc Espagne et Portugal. Donc c'est des sujets que le BRGM suit de très près, j'imagine aussi. Oui, ça permet, enfin, si je peux rebondir là-dessus, ça permet de rebondir de deux manières. Déjà, oui, c'est des sujets sur lesquels on travaille, mais la première chose, c'est une chose assez importante pour nous, c'est de réconcilier vraiment ces enjeux primaires, secondaires. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu, que ça soit 70% de primaire pour 30% de secondaire et petit à petit une inversion des pourcentages, j'ai presque envie de dire, peu importe aujourd'hui, dans cette phase de transition, il faudra les deux. Et donc c'est pour ça que nous, ce qu'on défend, c'est que vraiment l'économie circulaire, elle doit commencer dès la mine, dès la phase extractive. Et en fait, cet exemple-là montre bien que pendant des années, en fait, lorsqu'on a eu une activité minière, le seul objectif, c'était de sortir un petit pourcentage du métal dont on avait besoin, et tout le reste était traité comme des déchets. Aujourd'hui, la mine responsable, celle qui doit, et c'est vraiment, ça se développe de plus en plus, notamment dans les pays du Nord, c'est de limiter au maximum l'utilisation de l'eau, c'est de limiter au maximum la production de déchets, voire même c'est de valoriser au maximum les déchets. Et bien évidemment, c'est de travailler sur l'énergie qui est utilisée pour faire tourner la mine. Enfin, derrière ça, le propos, c'est de dire effectivement, il faut introduire ce concept d'économie circulaire dès la phase extractive, c'est extrêmement important. Et la deuxième chose, il faut effectivement revisiter, alors ça c'est vraiment un petit cas particulier, qu'on retrouve dans le Critical Raw Material Act. Il faut qu'on fasse l'inventaire de tous nos déchets. On l'a fait aujourd'hui, l'Europe a une connaissance parfaite de l'ensemble des déchets miniers qu'elle a générés, mais uniquement au titre du risque associé à ces déchets. Il faut donc maintenant revisiter ça avec un regard qui n'est plus sur l'analyse du risque, mais sur le potentiel. Et donc, l'exemple qui a été là, c'est un des exemples. Le BRGM a contribué dans les années 2000, par exemple, à produire du cobalt
en Ouganda à partir d'un déchet de l'industrie du cuivre. C'est un exemple qui est allé jusqu'au bout, qui a un caractère extrêmement vertueux, même s'il y a encore des choses à améliorer. Et cet exemple-là, je pense qu'il peut être reproduit dans beaucoup d'endroits. Donc voilà, j'en resterai Une là. petite piste d'espoir quand même. Ah ben oui, oui, Oui. absolument. Même plusieurs pistes d'espoir. Très bien, merci. On souhaitait... Ouais, Oui, je Un peux petit peut-être mot. ajouter un point, puisqu'on travaille avec une mine tchèque, donc Euromanganèse, donc, qui vise à faire de la valorisation justement d'anciens tailing dams avec une concentration de manganèse qui s'est faite au fur et à mesure du temps dans l'exploitation d'une mine, donc il vise à réouvrir une mine. Et donc typiquement, c'est là où on touche au sujet de la mine responsable et puis d'une forme, c'est peut-être pas de la circularité, mais au moins de revalorisation d'anciennes activités. Par contre, le point que je voudrais adresser ici, c'est qu'il y a un coût associé. On est sur des opérations en Europe, on est sur une technologie qui est peut-être un peu plus coûteuse que ce qui peut se faire ailleurs, et je voudrais peut-être justement pointer du doigt une partie de la contradiction face à laquelle on doit tous opérer, moi en tant que producteur de batteries, nous tous en tant que consommateurs. C'est que typiquement, le cahier des charges aujourd'hui dans le cadre de la transition énergétique, c'est d'essayer de délivrer des véhicules peu chers. Or aujourd'hui, du matériau peu cher et vertueux est plus cher que du matériau extrait depuis la Chine et donc plus impactant, etc., etc. Donc il y a quand même un vrai besoin, je pense, de réfléchir à une forme de subvention, il faut le dire comme ça, en Europe notamment, où je trouve que le système régulatoire est parfois très complexe et l'argent ne coule pas, surtout sur l'amont de la chaîne, ce qui nous permettrait, nous, d'acheter des matériaux moins chers et dans des conditions compétitives comparables au fait de se sourcer mal en Chine ou ailleurs. Et j'attirerai l'attention sur le fait que les États-Unis ont certes été très en retard sur l'Europe pendant près de 10 ans, et en l'espace de 6 mois, ont réussi à réinsuffler toute une chaîne de valeur autour de la batterie, en parlant du recyclage à la mine, au raffinage, à la production de batteries locales. Ça a démarré avec l'égide de Trump et ça s'est mis en place avec le US Inflation Act, qui a vu près de 390 milliards de dollars de promesses d'investissement juste liées aux subventions réalisées ou annoncées depuis 6 mois. Hein. C'est absolument colossal ce qui se passe et qui draine quand même beaucoup de projets, peut-être hors d'Europe, dans ces régions-là. Merci pour ces précisions. Je vois que le temps passe. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport aux échanges que nous venons d'avoir? Et on serait ravis d'avoir... Merci. Oui, bonjour, Olivier Gillet, ADEME Auvergne-Rhône-Alpes. Un petit complément, mais j'imagine que beaucoup de monde est au courant. Il y a un appel à projet qui s'appelle ORMAT, qui est en cours en 2023, et espérons 2024. ORMAT, c'est Objectif Recyclage Matériaux, qui concerne 4 grandes familles de matières, dont les métaux et les batteries. Également les plastiques, les verres et matériaux pour le bâtiment, les bois, carton, et j'en oublie un, les textiles. Voilà. Donc l'appel à projet est en cours et l'objectif c'est massifier et monter en qualité sur notre territoire national le volume de matériaux qui sera disponible. Donc à la fois générer plus de matériaux pour le recyclage et bien sûr les incorporer dans nos objets du quotidien. Merci pour ce complément d'information. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle? Oui, ici. Devant. Oui, bonjour, Jérôme de Murcia, Orange. Vous avez parlé au début là, que le cuivre était un des métaux qui vous inquiétait le plus. Là, on n'en a pas forcément parlé, mais est-ce que vous pourriez en dire quelques mots? Alors, oui, alors... Le cuivre, d'abord, c'est ce qu'on appelle un métal de base, hein, donc ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui est produit et utilisé en très très grande quantité. Par contre, c'est un métal sur lequel il y a eu, on va dire, ces dernières années, du sous-investissement en termes d'exploration. C'est-à-dire qu'il existe des grandes mines de cuivre. Hein. Il y en a au Chili.
Il y en a aussi, je crois que c'est au Pérou, il y en a en Pologne, donc il y en a en Europe, il y en a en Suède. Par contre, il y a eu clairement un sous-investissement. C'est-à-dire que lorsque la Commission européenne regarde le cuivre aujourd'hui par rapport aux méthodes qu'elle utilise pour analyser ce qu'on appelle la criticité, le cuivre ne ressort pas comme un métal critique. Parce qu'en fait, l'analyse de la criticité, c'est une analyse qui se fait sur... Alors d'abord, elle est très calibrée. En plus, elle se fait sur des éléments factuels, des chiffres. Donc, on regarde derrière et aujourd'hui, on ne se projette pas. Donc, le cuivre aujourd'hui n'appartenait pas, jusqu'à récemment le Critical Raw Material Act, n'appartenait pas à la liste des métaux critiques. On ne l'identifiait pas comme critique. Par contre, lorsqu'on croise tous les scénarios de développement de transition, et l'électrification, c'est beaucoup de cuivre, même si on peut le substituer par l'aluminium, hein, mais malgré tout, c'est beaucoup de cuivre. Et tous les scénarios laissent à penser qu'à un moment, on peut avoir un décrochage. Et quand je dis à un moment, c'est des scénarios qui ont été notamment publiés par l'Agence internationale de l'énergie. Hein. Il y a un rapport qui a été publié assez récemment, et vous pouvez vous y reporter. Et vous allez voir qu'il y a des inquiétudes à l'horizon 2030-2040 sur une inadéquation entre effectivement une demande qui continue de croître énormément et un certain nombre de risques associés à la production. On a sous-investi, c'est-à-dire qu'on n'a pas exploré pour ouvrir de nouvelles mines, et une mine de cuivre, c'est tout de suite des milliards d'investissements. Une mine de cuivre, on ouvre ça pour 25 ans et 30 ans, et c'est forcément des quantités énormes. Donc ça demande des investissements énormes. Donc on ne démarre pas une mine de cuivre comme ça du jour au lendemain. Donc il y a de véritables inquiétudes. Et l'autre inquiétude, c'est que les mines qui sont aujourd'hui les plus productrices se retrouvent dans des zones à stress hydrique extrêmement important. On en parlait juste avant, hein, notamment au Chili, où il faut aller chercher de l'eau très très loin, le remonter à 2000 mètres pour pouvoir alimenter toute la minéralurgie qui est associée à la production de cuivre. Enfin, tout ça pour dire qu'effectivement, il y a de vraies inquiétudes sur le cuivre. Il y a une prise de conscience, il y a un redémarrage de l'exploration. Là, aujourd'hui, je serais en incapacité de vous dire si on va être capable de faire face ou pas. Par contre, une fois de plus, le rapport que je vous conseille d'aller voir pour ça, hein, notamment, je vous conseille d'aller voir deux choses. Un site qui est tenu par le BRGM et l'État qui s'appelle Mineral Info, dans lequel vous allez trouver beaucoup d'informations sur la criticité, et notamment sur celle du cuivre, et puis le rapport de l'IAE qui est également assez intéressant là-dessus. Merci pour votre réponse. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Sinon, on a déjà largement dépassé. Pour faire un peu de pub, moi je vous incite à aller sur le site de l'INEC. On a remis un rapport sur la stratégie nationale bas carbone sous contrainte de ressources. Donc on a essayé de mettre un prix à la criticité des ressources naturelles et on l'a notamment appliqué à deux domaines qui devraient vous intéresser compte tenu de la thématique du salon. Le premier, c'est l'énergie en France. Et on arrive à la conclusion que dans le mix énergétique, les ressources, l'énergie produite est la moins chère à partir de biomasse, bien moins chère que tous les autres éléments du mix énergétique en France. Et deuxièmement, on l'a appliqué au domaine des transports. Et là, très clairement, la conclusion à laquelle on aboutit, c'est qu'il faut re-questionner le basculement vers le tout électrique en France. Mais je rejoins ce que dit Patrick. Ce sont des sujets compliqués, ce sont des sujets sur lesquels les citoyens engagés que vous êtes doivent se documenter. Les vérités vont être découvertes au fur et à mesure. Mais retenez juste que les ressources naturelles sont absolument essentielles dans notre vie quotidienne et que ce sujet de la criticité des ressources doit vraiment être pris en compte quand on établit des politiques publiques. Et c'est là où le rôle de l'État stratège doit être mis en avant dans tous les domaines. On revoit en ce moment le mix énergétique en France, la politique pluriannuelle de l'énergie et dans les transports également. Ce sont des sujets très compliqués et donc je vous invite à vous documenter dans les mois et les années qui viennent. Merci à tous pour votre attention. Merci aux intervenants de s'être déplacés, d'avoir participé activement à cette table ronde que j'ai trouvée très intéressante. Thank you, Etchan, and talk to you soon. Bye bye. Goodbye.